et d'un autre côté à avoir des valeurs très conservatrices dans ses films, tu vois, où il va véhiculer une espèce d'idéal où le mal n'existait pas, où on va rester sur l'Amérique des années 30 parce que c'est vachement plus simple, tu vois. Du coup, il est capable de te faire un peu des décès. Enfin, c'était... Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas savoir comment ça se serait passé dans sa petite tête. Non, c'est sûr. Après, on ne peut que se dire qu'il est quand même mort jeune et que moi, j'aurais vraiment voulu voir ce qu'il aurait pu nous faire d'autre parce que 65 ans, c'est pas vieux du tout. Non. Et... C'est toujours d'ailleurs très... même si eux étaient du coup très jeunes à l'époque, hein, Bien sûr. Pour l'avoir connu dans les années 60. Même si eux étaient du coup très jeunes à l'époque, hein, Bien sûr. Pour l'avoir connu dans les années 60. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as déjà quand même un petit âge. Mais c'est toujours très émouvant de rencontrer les gens qui ont été à ses côtés, parce que la manière dont ils en parlent, ce qui en reste aujourd'hui, c'est vraiment ce côté créatif, ce côté très d'entrepreneur aussi, ou toujours plus, tu vois. C'est un peu le toujours plus quand même, Walt Disney. Ouais, c'est vrai. Donc c'est ouais, puis bon, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, c'est vrai. C'est vrai, mais heureusement, il y a quand même beaucoup d'archives, parce qu'on était dans une époque où il y avait déjà et en plus, il y avait ça. Est-ce que c'est énervant ça d'ailleurs? Je sais, j'arrête pas de penser. Je me dis, mais attends, parce que du coup, ces documentaires là qu'on voit partout, donc le documentaire qu'on a regardé, puis même les documentaires sur Disney+, donc sur les Imagineers, sur les coulisses des attractions et tout ça, ils ont des archives qui aujourd'hui passent en upscale sur les télé 4K. Donc ça veut dire, attention, je vais sortir mon jargon de geek, ça veut dire que le truc qu'ils ont, il a quand même une très bonne qualité. De base, l'archive, ouais. Oui. Donc ça veut dire que c'est dispo quelque part en entier, tu vois, et ils le diffusent pas. Et c'est énervant. Oui. Tu vois. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. C'est énervant. C'est très frustrant. Après, sur le Disney+ américain, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Il y a pas mal de choses. C'est vrai. Je me demande d'ailleurs si l'inauguration... alors, je sais pas si c'est l'inauguration de Disneyland qui est sur le Disney+ américain. Je sais pas, mais j'ai regardé. Deadline Disneyland, tu sais. Peut-être, mais il y a plein de choses. Il y a un truc aussi sur Walt qui explique l'art de l'animation. Ouais, ils ont plein de... Il y a le Wonderful World il y en a un ou deux, il y en a pas tant que ça. Il y a le Mickey Mouse Club aussi. Voilà, il y a quand même quelques petites choses comme ça qu'on n'a pas sur le Disney+ français, en tout cas. Après, belge, tout ça, je ne sais pas, mais... On a déjà pas tout. On va pas se se plaindre, hein. Ouais. Mais ouais, non, en tout cas, c'est vrai que c'est... Bon, après, c'est les archives, là, dont on parle, pour certaines, sont aussi dispo sur YouTube, hein, je te les ai envoyées tout à l'heure, et puis tu auras peut-être l'occasion aussi de les partager éventuellement sur Insta quand tu en parleras un peu plus en détail, mais voilà. Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, en ce qui me concerne, Walt Disney, c'est plus alors déjà, la personne qui a créé tout cet univers que j'affectionne tant aujourd'hui. Je vais pas du tout penser à lui, pour le coup. Par contre, quand il y a des décisions qui sont prises ou quoi aujourd'hui par la Walt Disney Company, et des choses qui sont créées, testées, etc. Enfin, tu vois, tu parlais tout à l'heure de la cruise line. Typiquement, je vais pas du tout me demander... Enfin, tu sais, alors certes, il aurait été très fier. Moi, je pense que, voilà, simplement. Mais je vais pas me demander à chaque fois qu'il y a un truc qui sort, qu'est-ce qu'il en aurait pensé, quoi. Bah non, parce que de toute façon, c'est pas raccord avec les. Salut, celui qui m'a rejoint. Ah ouais. Enfin, je dis n'importe quoi, hein, j'ai un truc complètement débile, mais si demain il y a une fusée qui va sur la Lune, Disney, ben c'est pas quelque chose qui lui aurait parlé, puisque de toute façon il est décédé en 66, l'homme sur la Lune, c'est 69. Ouais. Donc c'est pas quelque chose sur lequel il pourrait avoir, qu'il aurait pu avoir. Encore qu'il avait fait des émissions, hein, tu sais. Attends, comment il s'appelle, The Man on the Moon, je sais pas. Enfin bref, c'est un truc comme ça où il avait
Mais bref, il en a fait une espèce d'émission animée. Je sais plus c'est quoi le nom. Ils sont d'ailleurs sur le Disney Plus américain aussi. Ah, ça me dit rien, ça. Ce truc-là. Si, je te montrerai tout à l'heure si tu veux. Mais il a fait des séquences animées dans lesquelles il parlait. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'en fait, tous ces trucs-là, ça n'existait pas. Et lui, il en parlait déjà. Tu vois. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que je mets pas à chaque fois en miroir. Tiens, qu'est-ce que Walter a dit? Qu'est-ce que Walter a fait? Non, mais ça c'est l'argument. Je mets des gros guillemets. Des personnes qui n'ont pas d'argument. Ouais. Qui réagissent à toutes les décisions de la Walt Disney Company en mode gna gna gna, c'était mieux avant. Alors que nous deux, toi et moi, on est déjà gna gna gna, c'était mieux avant. Oui. Mais là, ouais. Oui, c'est vrai. On a un côté un peu conservateur. On l'admet totalement. Totalement. Mais non, c'est vrai que parce qu'aujourd'hui, malheureusement, Disney n'appartient plus à Disney, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, Disney appartient à ses actionnaires. Il n'y a plus personne, littéralement, de la famille Disney au sein du conseil administratif de la Walt Disney Company. C'est pas compliqué, hein. D'ailleurs, si vous voulez voir qui en fait partie, c'est disponible, je te l'avais envoyé d'ailleurs, Oui. sur le site officiel de Disney. On voit tous les membres du conseil avec Bob Iger. Il n'y a personne de la famille Disney. Il n'y a même pas un héritier qui traîne, tu vois, histoire de se donner bonne conscience, comme il pouvait y avoir à un moment donné avec Roy. Le neveu. Ouais, le neveu. Il n'y a plus un petit-fils ou un arrière-petit-fils. Il n'y a pas du tout ça. Mais tu vois, je suis en train de me demander, genre dans toutes les grosses entreprises, typiquement Ford, ou toutes les grosses entreprises qui portent le nom de quelqu'un, est-ce qu'aujourd'hui, pas des entreprises récentes évidemment, hein, mais des entreprises qui ont plus de 50, 60, 70 ans, 100 ans, et qui sont ouvertes aux actionnaires. Je crois qu'à partir du moment où tu as des actions dans le truc, il y a quand même plus. Après, là, dans le cas de Disney, le dernier qui en faisait partie, c'était donc Roy. Roy qui était donc à Roy E. Qui était à l'inauguration aussi de Walt Disney. Tout à fait. On en a parlé de lui il y a 2 semaines. Et c'est lui qui est parti en fait, mais parce qu'il n'était pas en phase, je crois, c'est ça le truc, avec la direction que prenait la société. À un moment donné, quand tu es tout seul face à tout un conseil d'administration, bien sûr. Bon ben voilà, tu peux difficilement pas lutter, quoi. Tu es un peu toujours celui qui râle, machin, etc. Par contre, je regardais tout à l'heure parce que quand tu tapes Walt Disney sur les internets, t'as donc la page Wikipédia de Walt Disney. Et en dessous, tu as une page Wikipédia sur la famille Disney. Oui. Et j'ai été voir un petit peu plus dans le détail cette page-là. Et il y a quand même une héritière qui s'appelle oui. qui est elle aussi réalisatrice, productrice, etc. Et qui concourt régulièrement au créneau contre les décisions de la Walt Disney Company. C'est drôle. Et ça, c'est assez fun quand même. Ça, c'est assez fun. Dire, ok, alors pour le coup, il n'y a plus personne de Disney chez Disney, mais par contre, ils sont pas en phase avec ce qui se passe, forcément, non plus. Tu vois. Je vois qu'il y a un Roy P. Disney aussi qui est encore vivant. Ouais. De la même génération. Mais c'est Abigail qui est alors productrice, réalisatrice, enfin elle fait pas mal de choses d'ailleurs, du coup, et militante pour plein de choses. Et elle réagit régulièrement sur les réseaux sociaux par rapport à certaines Shiny Disney. Alors elle va pas réagir aux sorties cinéma, etc. Enfin voilà, c'est pas pas partie Shiny. Mais notamment là, le truc que j'ai en tête, c'est elle avait réagi quand Disney n'avait pas pris position à un moment donné contre le projet de loi de Trump, tu sais, par rapport à l'homosexualité dans les écoles, machin, etc. Tu vois, et Disney en fait avait tardé en Floride. Oui, je me souviens. C'était il y a pas très longtemps, c'était il y a quelques années. Oui, c'est il y a 2 ans max. Oui, quelque chose comme ça. Et en fait, elle avait pété un câble sur Twitter, je crois, par rapport à ça. Enfin voilà, donc il y a J'ai un doute. Je suis pas sûre que la famille soit complètement en phase avec avec tout ce que va faire la Walt Disney Company. Et elle est du côté de Roy, en fait, c'est ce que je vois. Peut-être. Oui, si. Ouais. Elle est du côté de Roy, puisque du côté de Walt... Oui, parce qu'elle s'appelle Disney. Voilà. Parce que du côté de Diane, il s'appelle Miller. Voilà, exactement. Ouais.
Donc voilà, en tout cas pour notre vision de Walt. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Écoute, je pense que non. Après, si jamais je te qui reviennent. Oui, Ah, allez. on n'est pas si rigide, hein. Écoute, je te propose qu'avant de passer à la suite, on fasse un tout petit break musical. Et ensuite, on parlera justement. Alors, attends, on parlera de la partie qui nous intéresse le plus, en l'occurrence, voilà, l'animateur. Yes. Et le dessinateur aussi. Donc le créatif, quoi. Ouais. Ah bah je l'avais déjà. Alors, Walt Disney, le créatif. On fait un petit retour en arrière. On est en 1923 et donc on est sur la création du Disney Brothers Studio qui deviendra donc très rapidement le Walt Disney Studio. Donc il est arrivé, il a dégagé son frère. D'ailleurs, ça, on n'en a pas parlé. Voilà. Mais quand même, Roy, c'était une bonne patte. Ouais, parce qu'au départ, c'était tous les deux un peu la tête d'affiche en mode. Bah, c'est les frères Disney, quoi. Ouais, c'est c'est ça. les Brothers, quoi. Ouais, puis après, c'est pas mal. Un peu façon Warner Brothers. Ouais, c'est vrai. Le Warner Bros, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le diminutif de Warner Brothers. Parce que c'est les frères Warner qui ont créé la société ensemble. Et là, l'idée, je pense, voilà, on a failli se retrouver avec un Disney Bros. Voilà. Bah non. Du coup. C'est vrai. Du coup. Et donc, il a dégagé Roy en mode c'est moi qui prends la direction et c'est comme ça. C'est Roy qui a dit, Après, je pense que c'était, à mon avis, j'en sais rien, mais à mon avis, c'était un peu genre d'Acomanagor. Parce que Roy, de toute façon, c'était le comptable derrière tout ça, c'était le businessman. Oui. Il avait pas forcément, je pense, trop envie de se montrer. Que Walt, il avait aucun problème à montrer son image, quoi. Ouais, il aimait bien un petit peu vois sa célébrité quand même. Ouais. Il avait un petit côté Matu Vu quand même. Hein. Ouais, je pense. La mijote. Je reviens avec l'histoire de la voiture. Enfin, dans le reportage, on le voit vraiment faire le kéké avec sa voiture bleue et tout. Ça me fait rire quand je le vois, ce tout petit. Non, mais il avait un côté. En même temps, tu peux pas faire ce métier-là si t'as pas un côté comme ça, un peu showman, tu vois. Ouais. Tu peux pas. T'as beau être introverti, pas forcément à l'aise en public, machin, etc. Si tu fais ce métier là de créatif, de gag en plus, de scénariste, où tu vas imaginer des scènes, etc., t'as forcément ce petit côté. Mais il l'a toujours eu, puisque justement il faisait des spectacles avec son pote Walter. Oui. Donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Donc 1923, donc je le disais tout à l'heure, ils ont fermé le rideau sur la société Lofogram qu'ils avaient créée avec Hub Iwerks. Et alors d'ailleurs, attends, je sais plus. Putain, j'ai oublié. Parce que j'ai écouté un podcast américain où le mec parlait de Hub Iwerks, mais ça se prononce pas du tout comme ça. Ouais, je sais plus comment ça se prononce. C'est pas Hub. On dit tous Hub. Mais c'est pas Hub, je me demande. Je sais plus. Bon, on va rester sur Hub. Ouais, on va regarder Hub, mais en tout cas, c'est pas comme ça que ça se prononce. C'est comme Disney, c'est pas Disney. D'ailleurs, Hub Iwerks, c'est sa fille qui a créé la série sur les Imagineers, non? Leslie, non? C'est pas une Ouais. Leslie? Ouais. Si, il me semble, ouais. C'est ça, hein? Ouais, ça reste dans la famille. Ouais, c'est ça. Mais après, Iwerks, ça a quand même été le seul, on va le voir, à vraiment rester fidèle quasiment tout le temps, parce que pas tout à fait tout le temps, à Disney. Donc leur dernière production, c'était Alice in Wonderland, et c'était un mélange de prise de vue réelle et d'animation. Et d'ailleurs, dans le premier épisode, que je t'ai envoyé tout à l'heure, Walt apparaît, puisque c'est lui qui fait le dessinateur dans le film. Et en fait, voilà, on est encore, par contre, attention, on est en 1923, donc on est encore sur un système de film muet. On n'est pas sur de la synchronisation son-image. On est encore sur le son, enfin une petite musique avec sur la prise de vue réelle, le texte qui s'affiche entre les deux. J'aime bien. Entre les deux scènes, et puis du coup le côté animation. Par contre, je trouve que c'est pas mal techniquement pour l'époque. Je sais pas si t'as regardé ce que je t'ai envoyé, mais. J'ai pas re-regardé, mais j'ai déjà vu pas mal de fois. Effectivement, oui, c'est très qualitatif pour quelque chose qui a 100 ans, quoi. Ouais, parce qu'ils ont quand même réussi à incruster vraiment le dessin animé. Alors certes, sur une partie qui est blanche. Ah, mais quand même. Dans
dans l'image, mais pour un truc qui est pour le coup à 100 ans, comme tu dis, c'est pas mal fait du tout, quoi. C'est pas mal fait du tout. Donc ils emmènent ça, enfin, il emmène ça tout seul, parce que dans un premier temps, il est tout seul à aller à Hollywood. Et là, ils vont commencer à travailler avec deux personnes, Margaret Webster et Charles Mintz, qui sont des distributeurs à New York, qui vont leur permettre de diffuser leurs dessins animés, qui vont plutôt bien marcher d'ailleurs, puisqu'ils vont commander du coup 12 films. Et ça va donc permettre, grâce à l'argent qu'ils vont rentrer avec ces films-là, de faire venir Ub Iwerks avec eux à Hollywood. Et puis de faire venir l'actrice aussi, qui s'appelait Virginia Davis et qui jouait la petite Alice dans les petits courts-métrages, et de les faire venir du coup, tous les deux à Hollywood pour faire les autres épisodes, tout simplement. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on ne sait que très peu, mais c'est les derniers moments où Walt va dessiner, puisqu'après ça, c'est Ub Iwerks qui va prendre la relève sur le côté créatif et dessinateur, et puis Disney, donc lui, plutôt être ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau du leadership et des idées et des scénarios. Ouais, d'ailleurs, je me demandais, en préparant l'épisode, si c'est genre il avait vraiment complètement arrêté à cette époque-là, ou si il s'était encore un peu impliqué dans du dessin un peu en arrière-plan sur d'autres projets qu'on l'aurait jamais su, tu vois. Je sais pas. Parce que ça me paraît bizarre en fait, puisque c'était quand même ce qu'il aimait le plus au départ. Alors après, on peut changer de goût et on peut évoluer. En fait, c'est même pas ça, c'est qu'il est moins bon dessinateur que les gens qui les recrutent. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, au final, voilà, si les gens avec lesquels tu travailles sont meilleurs que toi, fais ce que toi tu sais faire le mieux, tu vois. Ouais. Donc a priori, c'est pour ça qu'il aurait commencé à arrêter, et puis définitivement après, à partir de Swan. Donc, mais en tout cas, voilà, ils ont rentré suffisamment d'argent pour pouvoir faire venir Ub. Et il y aura quand même 12 épisodes. Alors, ils ne seront pas joués en entier par Virginia Davis, puisque forcément, la production s'étendant sur 4 ans. Évidemment, la petite fille, elle grandit. Elle grandit, ouais. Donc ils prendront une deuxième fillette sur la fin. On arrive en 1927, et là, on a Oswald. Donc, on a toujours Wrinkler et Mintz qui sont à la tête de la société de distribution des dessins animés de Disney et Iwerks. Ah ouais, mais il a vraiment... Et donc Mintz prend le contrôle de la société qui appartenait à la base à sa femme, et décide de lancer une nouvelle série. Je sais pas au niveau. Et elle sera distribuée par Universal. Ça va permettre à Disney de faire venir ces animateurs qu'il avait à Kansas City, donc parce qu'il n'y avait pas que Iwerks, il y en avait 5-6 autres. Et par contre, là, ça commence un petit peu à se dégrader au niveau de l'ambiance, parce que je crois que Disney commence à être très exigeant. Et puis il a quand même ce côté très dur aussi, je crois, à la tâche. Et ça va pas plaire de ouf à ses collaborateurs. Et surtout qu'en parallèle, on a Mintz qui essaye de débaucher les animateurs et qui va les approcher un par un, même Ub Iwerks, pour les garder sous sa joute et puis dégager Walt de la boucle. Donc ça d'ailleurs ils en parlent dans le doc Walt Disney Enchanteur. Oui, tout à fait. Et en fait Ub va prévenir Walt, et Walt, dans sa vision naïve encore à ce moment-là, et pendant des années d'ailleurs, parce que ça va durer jusqu'à début 40, va pas y croire, et il va aller comme une fleur, d'ailleurs, du coup ça fait un peu mal au cœur, il va aller comme une fleur réclamer une augmentation pour limite se faire virer comme un malpropre à ce moment-là. Donc il va aller demander une augmentation de ses commissions, parce qu'en fait ils sont exécutants à ce moment-là. Ouais, ils étaient payés à la création. Ouais, les commandes sont passées par la société de Mintz, et Disney et Iwerks, et puis tous les autres animateurs sont juste exécutants, et les droits de ce qu'ils produisent ne leur appartiennent pas, puisqu'en fait ils travaillent pour Mintz. Et donc ils veulent avoir une meilleure com et être mieux payés, et en fait Mintz refuse et demande même de baisser ses factures, quoi, à Walt Disney, et en lui disant qu'en gros, de toute manière, s'il refuse, il va créer son propre studio d'animation avec les animateurs de Walt,
et puis qu'il va le dégager. Et c'est ce qui se passe puisque Walt refuse. Et en se disant que ses animateurs ne le trahiront pas, et ben pas de bol. Pas de bol. Et puis grosse déception, ses animateurs le trahissent tous, sauf Byworks qui va rester avec lui. Et ils partent tous donc chez Mintz pour continuer à produire Oswald sans Walt Disney. Donc, et d'ailleurs, alors, ça, c'est petit fun fact autour de ça. La société qu'ils vont créer ensemble, donc les studios Wrinkler, je crois, ne va pas durer. Voilà. Elle va finir par être. Alors, je sais plus comment c'est dissoute ou absorbée par autre chose, etc. Enfin, bref, en tout cas, elle finit par disparaître. Et les animateurs de Disney qui en faisaient partie vont créer leur propre studio. Et à terme, ils vont travailler sur les premiers épisodes des Looney Tunes. Oh, c'est trop mignon les Looney Tunes. Pour la Warner Bros, justement, dont on parlait il y a 5 minutes. Donc du coup, c'est assez fun de se dire, ah bah tu vois, c'est drôle parce que moi, je regardais énormément sa cartoon quand j'étais petite. Ouais, moi aussi. Pas, tu vois, c'était des anciens Disney. Et puis finalement, bah voilà, c'était un peu des anciens Disney, quoi. Les animateurs en question. Mais ouais, histoire quand même très triste et puis très... Alors, je pense que pas salvatrice, c'est pas le terme, mais qui va servir de leçon, en fait, pour Walt, pour pas se faire avoir et pour arrêter de perdre ses droits sur ce qu'il va faire. Ouais, ça va lui apprendre qu'il faut pas faire confiance à tout le monde, quoi. Ouais, exactement. Enfin, il va pas comprendre tout de suite, quand même. Hein. Mais... Et donc après ça, donc il va tout de suite protéger ses créations, etc. Mais en attendant, il rentre à Los Angeles dépouillé. Et puis alors la légende dit qu'il a dessiné Mickey à ce moment-là, mais on va y revenir. Moi, je me posais une question. Le mec là, le fameux Mintz, il s'appelle Charles Mintz. Et en fait, je me dis mais ce nom il me dit quelque chose, tu vois. Ce nom me dit quelque chose. Je me dis mais attends, mais le méchant dans là-haut, il s'appelle pas comme ça, tu vois. Et en fait, il s'appelle Charles Muntz. Genre, ils ont changé une lettre, s'il te plaît. Ah bah, c'est possible, hein. Tu vois, je me dis, il y a pas... Alors là, c'est hyper pointu, mais... En plus, franchement, je connais pas assez le film là-haut. Oui, moi non plus, pas du tout. Mais, et donc, je me rappelle plus sur quoi il est méchant, sur le pourquoi, du comment, machin, etc. Mais c'est celui qui modifie les chiens, là. Ouais, c'est lui, ouais. Mais je me dis quand même, tu vois, le mec il s'appelle Muntz et en plus il s'appelle Charles, donc ça fait quand même vachement de... C'est vrai, c'est vrai. Ben, je sais pas du tout. Si vous savez, on va faire quand même quelques recherches, mais je sais pas. En plus, voilà, là-haut, c'est pas du tout un film que j'aime, mais... Ouais, je sais, on en a parlé. Et je me posais une autre question, et c'était parce que du coup, maintenant, on le sait, puisqu'il était au pop-up et qu'il est souvent là sur les Si. événements. Il fait partie les inspirations Charvin. Bah c'est ouais. le premier truc qui apparaît. Oui. Ah ouais, ok. Ouais. Non, de rien. Et donc, Oswald a été récupéré par Disney, tu vois. Bah ouais, alors ça, c'est un truc moi, que j'avais du mal à comprendre pendant des années. C'est que Oswald, c'était le premier truc Disney, mais il n'était pas dans les parcs. Ouais. Et il est revenu il n'y a pas très longtemps. Bah en fait, moi, c'est surtout ça que j'ai pas compris, en fait. Parce que qu'il soit pas chez Disney, bah ok, en fait, parce que justement, il a perdu les droits, ça lui appartenait pas, donc c'est pas Disney. Oui, mais ça, moi, je l'avais pas capté, en fait. Donc du coup, ça, c'était ok. Mais quand je l'ai vu revenir sur les parcs, notamment à l'occasion de la Fan Days en 2018, tu vois, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que tu fais là? À la Fan Days, non seulement il était présent, mais c'était carrément l'emblème de la Fan Days. Bah ouais, mais c'est ça en fait. Et je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que tu fais là, gars? Enfin, je t'ai perdu. C'est qui? On t'a loué? C'est quoi le truc, tu vois? Et tu sais au final ce qui s'est passé ou pas? Bah, je pense qu'ils ont récupéré les droits, mais je sais pas comment. Alors, il y a un petit paragraphe sur ça, justement sur Wikipédia, qui explique que la Walt Disney Company a récupéré les droits sur Oswald le lapin chanceux à la suite d'un accord en 2006 lors du départ d'un commentateur sportif d'ESPN, qui est une chaîne de sport Disney, pour la chaîne NBC, qui est affiliée à Universal, et Universal, c'est eux qui avaient les droits sur Oswald, en fait. Puisque c'est eux qui distribuaient à ce moment-là. Je comprends pas trop parce que... En fait, en gros, il y a eu troc, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Ok, ouais. En gros, il y a eu troc, genre, on laisse partir le commentateur de chez nous à chez vous, mais par contre,
Ouais. On récupère notre lapin, les gars. Ouais, ok, je vois. Mais alors, par contre, ça a été fait en 2006. Ouais. Ça a mis vraiment du temps avant de revenir. Bah, en tout cas, à Disneyland Paris, quoi. visuellement, mais même visuellement, enfin, j'ai pas l'impression que. Après, clairement, ils l'exploitent pas. Hein. Bah non, pas du tout. Tu vois, genre là, même aujourd'hui, tu peux autant ils vont créer des courts-métrages Mickey, etc. Tout ça, quoi. Autant ils vont pas du tout exploiter Oswald. Il y a rien qui sort avec lui, quoi. Tu vois. Il y a même pas. Si, genre, il apparaît justement de temps en temps, il fait un petit caméo ici ou là, tu vois, enfin, dans les courts-métrages Disney. Mais c'est tout. Donc c'est vraiment en mode, je sais pas qui a posé le deal, tu vois. Mais visiblement c'était quelqu'un qui était fan de Walt parce que pour aller chercher sa première création en mode ah bah tiens on sait que c'est chez vous, on va récupérer, tu vois. Ouais. Bah, c'est quand même même Magouille et compagnie, tu m'étonnes que derrière on se tape des bails où ah bah il n'y a pas Iron Man 1 mais il n'y a que le 2 parce que Iron Man 1 appartient à truc et Spider-Man No Way Home est sur Netflix. Ouais, non. Tu m'étonnes qu'il y ait des trucs comme ça qu'on comprenne pas quand on est à faire du troc de lapin pour un commentateur sportif. Ouais. Et d'ailleurs, l'année dernière, il y avait eu toute une collection merchandise Oswald qui avait super bien marché. Hein. Mais oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais même en plus, ce qu'ils avaient sorti pour la Fan Days en 2018, c'était hyper canon. Hein. C'était hyper beau ce qu'ils avaient fait. Donc ouais, non, c'est. En tout cas, voilà. Oswald est à Disney. Grâce à un commentateur de sport. Donc, mais ouais, moi je me posais vraiment la question, et c'est pour ça que j'étais très contente d'avoir trouvé tout à l'heure le pourquoi du comment, parce que j'étais en mode, mais du coup, comment il est revenu, quoi. Ouais. Enfin, il t'appartient pas, fin du problème, quoi. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc voilà, petit troc. Nous voilà en 1928. Qu'est-ce qu'il y a en 1928, Claire ? La naissance de Mickey Mouse. La naissance de Mickey. Donc, je me souviens plus ce qu'ils disent dans le doc. C'est ça que je voulais revoir aussi. Dans le doc par rapport à cette histoire où Walt aurait dessiné Mickey dans le train, parce que ça c'est la version un peu romancée de l'histoire. Ouais, c'est la version romancée en mode en réalité c'est pas totalement ce qui s'est passé, quoi. Il voit une souris manger un truc sur sa table, je sais pas quoi, il y a un délire comme ça. Ah, il y a un délire comme ça. Genre il voit une souris au loin, il fait oh vas-y je vais dessiner une souris. Bon, je pense que c'est un peu moins mignon que ça, c'est simplement qu'il s'est mis à bosser et qu'il voulait faire autre chose que... Je crois que c'était un peu pour contrer Félix le chat ou un truc comme ça. C'était Oswald qui était pour contrer Félix le chat, parce que justement en gros le chat ça existe déjà, donc faisons un lapin, quoi. Ouais, c'est ça, donc là il faut faire un autre animal en fait. Donc bah ouais, du coup tu peux pas faire de chat, tu peux pas faire de lapin. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une souris. On va faire une souris. Et donc voilà, donc l'histoire raconte que Walt a imaginé Mortimer, à l'époque il s'appelle, heureusement qu'il y avait Liliane, hein, franchement, dans le train. Maintenant en vrai c'est pas tout à fait comme ça, genre il est plus revenu en PLS qu'autre chose, et très en colère, et puis il a bossé et cherché quoi faire, quoi. Voilà, et puis en rentrant il a bossé et il a esquissé une souris, et puis finalement c'est Ub Iwerks qui est repassé par dessus, qui a refait le dessin en mode vraiment bien, et ça a donné donc Mickey, puisque du coup Liliane, donc la femme de Disney, à ce moment-là ils sont déjà mariés, a suggéré plutôt le prénom de Mickey, ce qui est quand même plus sympa, c'est sûr, que Mortimer. Mais est-ce que tu sais pourquoi Mickey ? Alors non, j'ai oublié, ils le disent mais j'ai oublié. En fait, effectivement Mortimer ça plaisait pas à Liliane, mais elle était très très fan de l'acteur Mickey Rooney. Ah. Et donc elle voulait un petit peu rendre hommage à ce monsieur, et du coup c'est pour ça qu'elle a dit pourquoi pas Mickey, c'est mignon. Voilà. Non mais c'est quand même c'est très bien. Mais d'ailleurs, attends, il s'appelle pas Mortimer. Non, c'est son rival. Oui, c'est son rival qui s'appelle Mortimer dans les BD du journal de Mickey. Ouais, c'est rigolo, je trouve. C'est assez chouette. Donc voilà, donc Mickey Mouse est né avec un design qui est celui qu'on va voir dans Steamboat Willie. Et pareil, j'ai appris que Steamboat Willie, c'était pas tout à fait le premier film de Mickey. Oui. Mais bon, quand on voit déjà le design de Mickey dans Steamboat Willie, déjà c'est pas le même qu'aujourd'hui, hein, voilà. Et c'est pas le truc le plus beau, voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas un design hyper séduisant, je trouve, quand même, la tête de Mickey. Enfin,
l'allure de Mickey et même de Minnie dans Steamboat, c'est caractéristique de l'époque, très certainement. Mais heureusement que derrière, il a été un petit peu amélioré quand même. Ouais, mais déjà, il a été amélioré entre Plane Crazy et Steamboat Willie parce qu'il me semble que dans Plane Crazy, il a pas de chaussures et qu'il a des espèces de pieds crochus chelous. Yes, il a fait ses artères. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais. Donc, en effet, comme tu le soulignes, Plane Crazy, c'est celui-là, le premier film de Mickey. Mais ce qu'on connaît, nous, de Plane Crazy, parce que je crois qu'il est disponible pour vous sur Disney+, c'est la seconde version de ce film-là, puisqu'il y a du son dessus, en fait. Oui. Puisque dans la toute première version de Plane Crazy, on est encore à cette époque où on cinéma muet. Et d'ailleurs, Disney ne trouve pas de distributeur pour ce film, qui ne plaît à personne. Et parce qu'on est sur le film façon Oswald, façon Alice Comédie, avec une musique tout du long et puis des écrans au milieu pour faire des dialogues. Donc ça, c'est pas vendeur, c'est pas sexy, personne n'en veut. Donc, à ce moment-là, la Warner, encore déjà, à ce moment-là, la Warner invente un système de synchronisation du son et de l'image. Et là, ça va révolutionner le cinéma. Et en fait, Walt, en voyant ça, il se dit « Ok, moi, je vais faire ça, mais avec un dessin animé. » Et c'est là qu'ils font Steamboat Willie. Donc, Steamboat Willie, du coup, qui sort le 18 novembre 1928 et qui marque donc l'anniversaire, ou en tout cas la naissance de Mickey, de Minnie et de Patibulaire. Ouais, parce qu'on dit toujours que c'est l'anniversaire de Mickey. On commence à dire que c'est l'anniversaire de Minnie aussi. Mais c'est aussi l'anniversaire du méchant Patibulaire. Qui est un chat, n'oublions pas. Qui est un chat. Ah oui, mais pas en même temps des souris, des chats. Ouais, mais enfin, moi j'ai quand même toujours du mal à me dire que c'est un chat. Pour moi, c'est toujours un type de gros chien. Oui, c'est un Dingo, c'est un chien. Ouais, mais tu sais, il a peut-être un peu genre. Dingo, il ressemble pas à un chien. Puis, pourquoi Dingo c'est un chien et plutôt c'est un chien, ils sont pas traités de la même manière. Ah, ça. Ça, c'est comme la question pourquoi Donald met une serviette quand il sort de la douche alors qu'il se balade cul nu tout le reste du temps. Tu vois, il y a des questions comme ça dans l'univers des fans Disney. C'est vrai. Franchement, vous avez 2 heures. C'est vrai. Voilà, donc après le succès de Steamboat Willie, qui est vraiment un succès, mais de ouf, parce que c'est la première fois que le son est synchro comme ça avec l'image, et pour le coup, ils en ont vraiment fait un argument. Et d'ailleurs, je trouve que 100 ans après, c'est encore génial de regarder le truc. Quand tu vois, ne serait-ce que la scène de la chèvre, où il tourne comme ça. Elle a les notes qui sortent de la bouche. Ouais, et puis je trouve ça génial, tu vois. Et puis cette synchronisation des gags avec le... Enfin, c'est juste trop bien. Et en fait, à ce moment-là, vraiment, le public n'en croit pas ses yeux et ses oreilles, quoi. Et à tel point que je crois que le film est resté bien plus longtemps que plein d'autres films à l'époque, parce que les films ne restaient pas 3 mois en salle comme aujourd'hui, hein, il restait quelques semaines. Et là, en fait, il est resté très très longtemps à l'affiche, et à tel point que des fois, les gens demandaient de repasser le dessin animé plutôt que de passer le film qu'il y avait après. Oui. Et il me semble avoir lu quelque part, alors je sais pas où, que parce qu'en fait, la plupart des films à l'époque qui étaient muets, il y avait de la musique dans la salle, ou genre un musicien qui était dans la salle, et que là, les gens cherchaient d'où venait le son, en fait, ils comprenaient pas, parce qu'ils n'étaient pas habitués à ce que ce soit sur la bande, quoi. Il y a eu un film qui a été produit à ce moment-là, peut-être quelques-uns par la Warner ensuite, forcément, mais c'est pas encore acquis. En fait, exactement. Et là, voilà, enfin. C'est juste génial. Si vous n'avez pas vu Steamboat Willie depuis longtemps, re-regardez-le. Et voilà, et imaginez à ce moment-là que c'est nouveau, cette synchronisation du son, et c'est pour ça que c'est autant, en fait, je trouve, utilisé. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu regardes, même quelques années plus tard, quand on regarde Blanche-Neige, etc., il y a des scènes qui sont accentuées par le son, tu vois. Tu vas avoir un truc derrière, un instrument, un coup de tuba ou quoi, qui vont mettre l'accent sur une scène et qui vont la rendre plus intense. Mais ça va pas être tout le film, en fait, qui est comme ça. Alors que Steamboat Willie, c'est littéralement tout le court-métrage qui est construit de cette manière-là, en fait. Et du coup, c'est juste trop génial à regarder avec cette vision-là. C'est vraiment intéressant. Donc là, voilà, ils refont Plane Crazy
qui va lui aussi être un succès. Au final, là, il trouve des gens. Hein, voilà. Une fois qu'ils ont fait Steamboat et qu'ils se sont fait connaître. Et alors, l'histoire dit que Walt a dû vendre sa voiture. Ah, tu vois? Bah, voilà. La voiture de Kéké, c'est parti. La fameuse voiture de Kéké qui a vendue pour produire Steamboat parce que il avait pas de thunes encore, comme d'habitude. Ou en tout cas, pas assez. D'habitude, tu vois. Et voilà, donc ça, je crois qu'on en avait parlé aussi, mais Walt, c'est lui qui prête sa voix à Mickey. Oui. Et ça restera la voix de Mickey jusqu'à 1947. Et donc c'est la voix de Walt dans Steamboat Willie. C'est assez rigolo d'ailleurs. Parce qu'en plus, il avait quand même une voix très grave. Ouais, mais il montait dans les aigus en fait quand il faisait Mickey. Ah ouais. Et alors, ça j'ai trouvé ça génial. Ah, quand même, tu vois, le mec apprend vraiment, et c'est là que tu te dis qu'il est bon, et c'est là aussi que tu te dis que c'est quand même un vrai entrepreneur. Il dépose la marque Mickey Mouse dès le mois de mai 1928. C'est-à-dire que le film ne sort pas avant novembre, quand même. Ouais. Mais depuis mai, Mickey Mouse est déposé. Je crois que mai, c'est Plain Crazy. Et ben mai, en fait, c'est le logo de Mickey. Et dans les mois qui suivent, en fait, il fait aussi déposer Mickey en tant que personnage animé, etc. Et des films et tout. Et en fait, tout. Ouais. En fait, il avait totalement confiance en son personnage avant même le succès de Steamboat Willie, quoi. Même il part du principe où il veut plus rien se faire voler, donc il dépose tout, quoi. Tout lui appartient, et comme ça, il n'y a pas quelqu'un qui lui vole ou quoi. Ce qui se fait encore beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. Ouais. Mais ce qui ne résout pas la question de que va-t-il se passer en mai 2028, quand on sera sur les 100 ans. C'est la fameuse question du domaine public, tu vois. Ouais. Qu'on s'est posé pour Winnie l'ourson. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à m'avoir parlé du film d'horreur. Non mais attends, mais tu sais que moi j'ai tapé Winnie l'ourson sur Google. La première suggestion, c'est film d'horreur. Ah. Et alors du coup tu tombes sur les visuels dont tu nous as parlé. C'est magique. C'est magique. En tout cas, Steamboat Willie est disponible sur Disney+, voilà, en HD. Ouais. Et puis Plain Crazy également d'ailleurs dans sa deuxième version. On est donc en 1929 et donc la réussite de Steamboat Willie va donner naissance aux Silly Symphonies. Et alors je ne savais pas qu'il y en avait autant, il y a 75 épisodes. Ouais. Silly Symphonies, non mais parce que vu qu'il y en a genre 5 sur Disney+. Ouais, c'est ça, il y en a une poignée sur Disney+. Non, en gros sur Disney+, il y a quoi? Il y a les 3 petits cochons, il y a le vieux moulin. Oui. Il y a la danse macabre. Ouais. Il y a les arbres et les fleurs. Ouais. Et il y a la petite poule à viser. Oui, j'allais dire la petite poule, ouais. Ouais, il y en a peut-être encore un ou deux autres, mais il n'y en a pas 50 000. Moi, je me posais la question de si les courts-métrages, donc Mickey, Donald et Dingo, faisaient partie des Silly Symphonies, mais en fait, non. Non, je crois pas. Parce que c'est à part, c'est des Mickey Mouse, cartoons, etc. Et donc, il y a quand même 75 Silly Symphonies. Donc, il y en a moins d'une dizaine qui ont... Bon, il y en avait un peu plus. Ah bah là, actuellement, il y en a moins d'une dizaine. En 2020. 20, ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vous les ai retrouvés. Et ils sont tous disponibles, et d'ailleurs, je crois qu'ils sont en français, sur YouTube. Il y en a quelques-uns quand même sur la chaîne YouTube de Walt Disney Animation. Notamment, je crois peut-être Le Vieux Moulin, un truc comme ça. Mais bon, sinon, ils les ont pas tous mis aussi, sinon c'est pas drôle. Hein. Bah oui, bien sûr. Sinon, c'est pas marrant. Mais ils sont dispo en tout cas sur YouTube. Il y a quelqu'un qui a fait une playlist avec les 75 épisodes, donc ça c'est vachement bien. Merci à cette personne. C'est une très belle initiative qu'on va s'empresser d'aller regarder. Et voilà, donc ça dure quand même une dizaine d'années, ça dure de 1929 à 1939. Et puis ouais, Walt à ce moment-là, il est pas dessinateur, je sais même pas si on peut même pas dire qu'il est réalisateur. Mais il doit être producteur. Je pense qu'il est producteur. Ouais. Et puis il met son nom, quoi, en fait. Bah ouais, c'est vrai. Je pense aussi que c'est les Silly Symphonies, je pense que c'est une espèce de... Je sais pas comment dire ça, mais pas une ruche à idées, mais un peu, tu vois, un côté, on teste des trucs,
ils ont fait du noir et blanc, ils ont fait de la couleur, et ils ont justement, avec Old Mill, l'utilisation de la caméra multiplan. Enfin, je pense que c'est un peu des recherches, parce qu'après, il y a plein de petits morceaux qui sont réutilisés dans d'autres films. Je pense que c'est un peu un truc de test, un peu pour voir ce qui peut se faire, ce qui peut pas se faire, en tout cas pour l'époque déjà. Moi, je le vois comme Ça ça. tombe bien d'ailleurs que tu dis ça parce que c'est justement exactement ce qui s'est passé, en tout cas de 34 à 37. A priori, selon les témoignages, ils expliquent que c'est les Silly Symphonies qui ont servi de terrain de jeu et d'expérimentation pour ce qui va être le prochain gros projet de Walt. Ah bah tu vois, voilà. En l'occurrence, justement, t'en Blanche-Neige. parlais, Blanche-Neige. Et donc, la caméra multiplan qui est utilisée dans Blanche-Neige et qui a littéralement ébahi tout le monde était en effet testée sur les Silly Symphonies, notamment sur le vieux moulin et sur les films qui ont suivi. Donc, mais oui, c'est vrai que c'est aussi un peu là où il crée pas la touche Disney, mais tu sais, ce design de Disney de l'époque, tu sais, un peu rond, un peu. On reconnaît des choses qui vont être utilisées justement dans Blanche-Neige. Il y a des trucs aussi qui vont être récupérés sur Fantasia. Et puis, il y a plein de. Voilà. Même ce que tu disais, ce côté Il aurait lien été entre ça, la c'est musique, pas le moi, bruitage j'aurais et gagné. l'image, on passe quelque chose qui est resté très longtemps, un peu Ouais, moins, c'est le je gagné. trouve, mais qui est resté très longtemps, c'est des gags qui sont appuyés par un bruit, ou par une musique, ou par une montée ou une descente de la musique, quoique. quelque Ouais, chose... beaucoup moins aujourd'hui. Ouais. C'est vrai Quoique, qu'à attends. l'époque, énormément. Mais ouais, beaucoup moins, ou en tout cas pas du tout de la même manière. Les films, alors là, je vais être sympa. Mais encore une fois, je vais revenir sur les derniers films qui sont sortis. Moi, j'ai aucun souvenir de la musique, justement. Ouais, non, j'ai pas gagné. Parce que. Bah attends, je vais prendre des plus forts. Parce qu'elle habille pas les longs métrages de la même manière, si tu veux. Et aujourd'hui, elle sert presque plus d'argument Je vais prendre des plus forts. commercial que vraiment d'accompagnement au dessin animé. Si tu veux, l'idée c'est de vendre le dessin animé avec, c'est pas de le soutenir en fait. Et voilà, mais peut-être que. Alors, je suis pas en train de dire que les musiques sont pas bien, mais elles ont pas la même fonction. Elles ont pas le même impact. Moi, là, actuellement, dans la tête, celle que je vois, alors, est-ce que c'est lié? Peut-être, mais que je trouve vraiment très marquante, et pourtant c'est pas super récent, c'est dans Rebelle. Et c'est la partie qui était utilisée dans Dreams, où elle est sur son cheval, elle galope, et la musique, on a l'impression qu'elle a ce mouvement de galop en fait. Tu vois la chanson. Vois ce que tu veux dire, ouais. Mais après, c'est vrai que dans les autres, j'ai beau aimer les films, j'ai beau aimer les chansons, même Vaiana, même tout ça, je trouve pas qu'il y ait cet impact. Et même La Reine des Neiges, même si les chansons on les connaît. Alors, pour le coup, il y a certaines chansons aussi qui appuient l'accent, tu vois, je pense notamment à dans Vaiana, donc le premier, parce que le deuxième est actuellement en salle quand on fait cet épisode. Dans le premier, notamment la chanson où elle est perdue, et puis tu sais, il y a sa grand-mère, l'esprit de sa grand-mère, etc. Donc il y a quand même ce côté un peu genre j'appuie, et puis c'est pile sur la scène où ça sort de l'eau, etc. Donc voilà, mais beaucoup moins. Après, Vaiana, ça fait partie des films qui ont le plus marché ces dernières années. Peut-être pas le bon exemple, mais sur d'autres plus petits films, genre Raya, etc., pour le coup, ça accompagne toujours, hein. Attention, ça accompagne toujours. Ouais. Mais ça va pas de la même manière. En tout cas, ça appuie pas les gags de la même façon. Mais après, peut-être qu'on est beaucoup plus habitué aussi, tu vois, à ce truc-là. Donc, voilà. Mais moi, j'ai plus le sentiment qu'aujourd'hui, les chansons, en tout cas, sont des arguments commerciaux, mais un peu comme les sidekicks. Hein. On en parlait l'autre jour. Les sidekicks, aujourd'hui, ont une vocation purement merchandise, plutôt que scénaristique, quoi. Donc, attendez, je vais voir un truc. moi, Yago, tu vois, Yago, lui, il avait une vraie vocation scénaristique. Ah, mais il avait oui, et comme beaucoup à l'époque avait une vocation humoristique, un peu pour alléger le récit, méchant, et notamment. Et Quoique, je vais voir si je peux pas en augmenter. Exactement. Allez, dis-moi. Voilà. Est-ce que tu as un Silly Symphonies en tête que tu aimes beaucoup parmi ceux que tu as vus? J'aime bien La Danse Macabre parce que je le trouve très drôle. Ouais. Et je trouve que il a une très forte inspiration sur un
un auteur, réalisateur, dessinateur que j'aime Ouais, énormément. j'ai pas fait Tim une Mythe Burton, Évolution. qui a travaillé d'ailleurs dans les studios Disney Oui, dans sa oui, oui. notamment sur Taram et le chaudron magique. Mais j'aime bien celle-ci et j'aime bien le Vieux Moulin. Ouais, le Vieux Moulin est vraiment bien, Oui, je trouve oui. aussi. La musique du Vieux Moulin, elle est elle est hyper puissante. Ouais, carrément. Moi, j'aime pas tant les arbres et les fleurs. Tu sais, Moi on non parle plus. beaucoup de celui-là. Après, c'est vrai que visuellement, il est très beau. On peut pas dire ça. Mais c'est pas du tout un de mes préférés. Mais d'ailleurs, il était même dans, dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Pour le coup, Oui, ils c'est avaient vrai. récupéré C'est vrai, des morceaux, c'était drôle. c'est vrai. Ouais, je suis pas super fan non plus. Après, malheureusement, j'en ai pas vu tant que ça. Bah, les trois petits cochons. Oui, voilà, Moi, ils m'ont gonflé la dernière fois que je les ai regardés. Oh Ah, je te jure, ils m'ont vraiment énervé. Mais après, enfin, visuellement, c'est quand même des chefs-d'œuvre, quoi. Visuellement, c'est quand même des chefs-d'œuvre. On sent justement que ça monte en puissance. On passe de Steamboat Willie à Blanche-Neige. Donc au milieu, faut quand même, tu vois, faut sentir la progression. Ouais. Et en fait, on sent qu'elle se fait là-dedans, vraiment. Sur, dans les arrière-plans, dans les décors, dans la peinture, oui, les complètement. couleurs. Oui, Parce qu'en plus, on passe aussi du noir et blanc de Steamboat à Ouais, non, revenir à j'ai la pas. couleur. Voilà, Pas il faut assez aussi avoir encore. ça en tête. Ouais, bon, je Et puis revis ça va chaque se fois plus tard. terminer en apothéose, justement, avec Blanche-Neige. Blanche-Neige et ses nains, Si on a un autre. quelques années plus tard. Et c'est ouais, c'est un beau terrain d'essai quand même. Et on voit d'ailleurs la caméra multiplan dans le dragon récalcitrant. Oui. On les voit faire les différentes scènes. Le dragon récalcitrant, c'est vraiment pour moi un film docu hyper intéressant. Parce que ça a beau être un film, c'est aussi un documentaire. Et en plus, Bon, attendez, je vais l'évolution essayer. du film en lui-même, au début, On va le t'es en réessayer un noir et petit blanc, peu. et puis après, Ouais, t'es en 4 ouais. tiers, après tu passes en 16 neuvième et en couleur. Enfin, je trouve ça absolument incroyable d'avoir fait ça pour l'époque. Mais c'est une super prestation, autant artistique que scénaristique. C'est vraiment. Enfin, c'est un peu. Ah ouais. Sucré, gratuit. Ouais. Disney Plus français parce que c'était un super. Ah oui, moi j'avais été vraiment bluffée quand j'avais vu cette transition 4 tiers, Ouais, non, ça va pas. 4 tiers à 16 neuvième et puis de la couleur, enfin du noir et blanc à la couleur. Mais moi, je l'ai pas compris. Super Au contraire, fluide. quand il a démarré, quand il démarre et qu'il est en noir et blanc, je me suis dit, bah merde, ma télé elle a un problème. Tu sais, Ouais, je vois je ce me que suis tu dit, veux dire. attends, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Et en fait, bah, finalement, quand tu te laisses progresser, tu comprends que voilà, la couleur finit par arriver. Alors, pour ceux qui voudraient, et d'ailleurs je réfléchis totalement à le faire, parce que j'ai des trucs à utiliser sur Amazon, il est dispo en DVD. Voilà. Le dragon récalcitrant? Tout à fait. Ok. Pour ceux que ça intéresse et qui voudraient voir ce film dont on parle régulièrement. Blanche-Neige et les 7 nains. Je me rappelle plus de l'année. Attends. 1937. J'ai mis un chapitre de Blanche-Neige, mais je n'ai pas noté les années. Décembre 37. La sortie. Alors, on va faire de toute manière un épisode. Oui, ça nous fait beaucoup de. Voilà, donc pas du tout pression. Impeccable. Super. Non, mais franchement, en vrai, c'est trop cool parce que c'est quand même un très beau dessin. Autant il est lent et aujourd'hui c'est difficile de le regarder personnellement sans m'endormir. Mais par contre, visuellement, c'est quand même une claque. Ouais. Et encore aujourd'hui, malgré son âge et malgré oui, il est encore incroyable. Ouais. Ouais, c'est quand même. Et puis même si tu rajoutes les habillages, tu sais, qu'il y avait sur les DVD, vu que c'est du format 4 tiers et que c'était sur 16:9 aujourd'hui, ils te rajoutaient des décors là, tu sais, sur les côtés, qui sont très beaux parce qu'ils sont inspirés du graphisme qu'il y a dans les films. Mais ouais, non, c'est vraiment les matières, les textures, les couleurs, tu vois l'aquarelle derrière. Ouais. Oh, voilà, le multiplan, mais voilà,
c'est assez incroyable. C'est un projet titanesque. C'est un projet sur lequel, encore une fois, alors qu'ils avaient rentré plein d'argent avec les cartoons Mickey, avec les Six Symphonies, avec voilà, les 10 ans de production littéralement qu'il y a eu avant, et ben ils ont réussi à péter le budget complètement, à tripler, je crois, les coûts de Un production. truc comme ça, oui. Oui. Voilà. À tel point que tout le monde parlait de la folie des grandeurs de Disney et que le mec allait se planter, et etc. Et quand il y a eu donc la première, je crois que c'est à Hollywood, hein, du film, avec les grandes stars de l'époque, etc., le film a eu une standing ovation. Et tout le monde était en fait par terre. Déjà, tout le monde était en larmes, puisque la grosse question qui s'est posée, c'est ok, on sait les faire rire, mais est-ce qu'on peut provoquer d'autres émotions, en fait. Et en l'occurrence, est-ce qu'on peut les faire pleurer? Bon, moi personnellement, je pleure pas devant Blanche-Neige. Voilà. Mais pour l'époque, a priori, c'était quand même très émouvant. Et puis encore une fois, on est sur un dessin animé. Ouais, c'est ça, c'est qu'en plus, à l'époque, bah, du coup, le entre guillemets vrai cinéma était en train de se développer avec le parlant, la couleur, etc. Et les gens disaient non, mais attends, Walt Disney va faire un long métrage d'animation, personne va aller voir ça. Et au final, il a bien fait de pas écouter parce que ça a été un succès incroyable. Et d'ailleurs, aujourd'hui, et ça, c'est ma mère qui me dit tout le temps ça, elle me dit toujours, mais pourquoi la Disney, ça fait toujours pleurer? Et ben voilà pourquoi ça fait toujours pleurer. La première fois qu'elles l'ont fait, ça a marché, donc ils se sont dit, bah vas-y, on continue. Exactement. Bon, c'est pas vrai, ça fait pas toujours pleurer. Hein. Maintenant, ça fait pas pleurer. Hein. Non, mais c'est vrai que il y a souvent une partie émouvante. Ah oui, bah oui. Je parle même pas de Bambi ou Dumbo, hein, qui sont absolument épouvantables. Mais je parle. On peut parler de Roxy Rookie. Non plus, on n'en parle pas. Mais d'ailleurs, ceux-là, ils n'ont pas été demandés hein, dans les films. Hein. Mais voilà, c'est vrai que beaucoup de films ont une partie émotion très forte. Après, je trouve que c'est aussi la force de Disney, et moi, c'est là-dessus que je vais être très déçue ces dernières années, c'est qu'il n'y a plus cette partie-là, en fait, justement. Il n'y a pas non plus forcément la partie très drôle, tu vois. C'est vrai. Pour le coup, il n'y a plus, ce côté un peu contrasté, tout simplement, en fait, ce qui va donner du volume à un film. Il n'y a plus tout ça. C'est très lisse aujourd'hui, c'est très bien pensant, c'est très voilà, dans le faut froisser personne, faut que tout le monde soit content, voilà, etc. Sauf qu'encore une fois, on est toujours à cette phrase à vouloir faire à tout le monde, tu plais à personne, et puis voilà. Donc, du coup, bon, après, c'est pas le cas avec Vaiana, a priori, actuellement en salle, qui cartonne, le deuxième, mais que je n'ai pas encore vu d'ailleurs. Mais du coup, voilà, il n'y a plus ce contraste qu'il y avait à l'époque, avec d'un côté les gags, avec d'un côté les larmes, avec d'un autre côté la colère aussi, parce que dans Blanche-Neige, tu vas avoir la peur aussi, parce que tu as comme tout ce passage qui est hyper flippant dans l'attraction d'ailleurs aussi. Grave. De la forêt, qui fait couper plus d'un enfant, hein, d'ailleurs, à Disneyland Paris, à juste titre. T'as la peur, t'as l'humour, t'as la tristesse, t'as la colère aussi, parce que t'es quand même un peu vénère contre la méchante reine. D'ailleurs, on n'a pas parlé de... On va pas en parler. La bande-annonce de... Non. Blanche-Neige. Non. On va éviter. Et j'ai une pensée émue pour les gens qui vont écouter cet épisode. Tu sais, dans quelques années, quand le film sera sorti, on aura très certainement été oublié. Bref, on va pas en parler. Et ouais, et donc en fait, il y a toutes ces émotions pour nous dans le film qui font aussi sa richesse, quoi. Et c'est pas, voilà, moi je vais m'endormir hein, clairement dans ce film parce que l'action est trop lente aujourd'hui pour moi. C'est ce qu'on disait dans Winnie. Oui, tout à fait. Mais par contre, visuellement, à chaque fois, vraiment, je suis scotchée. Je suis scotchée par les arrière-plans, etc. Donc, on reviendra plus en détail, hein, de toute manière, sur ce premier long métrage qui sera le début des grands classiques Disney. Voilà. Mais qui vient, en ce qui nous concerne, clôturer ce chapitre sur le créatif, parce qu'après, voilà, on va pas vous lister tous les grands classiques d'animation, vous les connaissez, hein, jusqu'à la mort de Walt. Mais voilà, ce sera son premier gros succès, mais qui ne remportera pas l'Oscar du meilleur film, qui
sera ce truc vers lequel il courra toujours. Si on peut faire peut-être éventuellement une parenthèse Mary Poppins pour parler du créatif. Mary Poppins dont on a parlé aussi dans un épisode dans la saison 1 je crois Oui. du podcast et qui sera un peu comment dire pas l'apogée parce que c'est pas l'apogée de sa carrière, il y a eu Disneyland avant quand même, donc c'est pas mal, mais que ce sera sa dernière grosse production à succès de son vivant. Bah oui, là, c'est vrai, et puis quand même, je sais plus combien c'était, mais entre 15 et 20 ans de tractation pour avoir les droits. Un truc comme ça, je crois. Ouais, il y a eu de très longues négociations dont on avait parlé justement dans l'épisode pour réussir à choper les droits de la traverse, qui au final n'était même pas contente. Mais ce qu'on peut comprendre, parce que c'est vrai que Walt a quand même pris de sacrées libertés par rapport à l'œuvre originale. Et donc je peux entendre qu'on soit saoulé. Et du coup, voilà, c'est à ce moment-là qu'il va réussir à avoir sa fameuse nomination à l'Oscar. Je suis pas sûre qu'il ait. Je me souviens plus ce qu'on avait dit. Je me souviens plus non plus, mais il avait reçu un Oscar d'honneur, entre guillemets, pour Blanche-Neige, il avait eu un Oscar d'honneur, et on le voit. Et on le voit d'ailleurs, il y a des vidéos et on voit que c'est Shirley Temple qui lui remet, je crois. Il me semble, ouais. Et elle lui dit, vous devez être fier, monsieur Walt Disney et tout. Et lui, il fait, oui, je suis fier, ouais. Mais tu sais, tu sens le seum. Tu sens le seum du mec qui sont quand même gonflés à l'Académie des Oscars. Ils me font genre, ils me donnent un Oscar d'honneur alors que c'est juste pour m'adoucir. Mais en fait, je suis vénère de chez vénère. Alors, il n'a pas eu l'Oscar du meilleur film, en effet. Il y a eu meilleure actrice, il y a eu meilleurs effets visuels, il y a eu meilleur montage, meilleure musique originale des frères Sherman dont on avait parlé, et meilleure chanson avec Chem Cherry. Ça c'est marrant, c'est vrai qu'il a eu. Donc, mais pas meilleur film. Il était presque. Ouais. En tout cas, au moins, il a eu la nomination, ce qu'il n'avait jamais eu jusque-là sur ses autres films avec des séquences animées, en tout cas. Voilà pour la partie un peu créative. On va parler rapidement, je pense, parce qu'on a quand même pas mal évoqué cette partie-là. On va parler du côté entrepreneuriat de Walt. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit break? Allez. Avant ça. Musique. Walt Disney presents. Alors, on a pas mal parlé de l'entrepreneur qui était Walt et de l'homme d'affaires qui peut-être aussi. Et c'est dans ce chapitre-là qu'on va évoquer un sujet pas forcément très facile de l'histoire des studios Disney, en l'occurrence la grève de 1941. Mais avant ça, on va revenir rapidement sur quelques petites choses dont on a parlé en début d'épisode, notamment sur le fait qu'il a travaillé quand même très tôt, finalement. Voilà, genre dès... il avait 9 ans, quoi. Ouais, voilà, avant ses 10 ans, allez hop, 4h30 du mat, sur ton vélo, tu vas livrer des vélos dans le... Tu vas livrer des journaux, ouais. Dans le froid, en plus, sous la neige, enfin bref. Et il a toujours bossé, finalement. Ouais. Il a bossé jusqu'à sa mort, en plus, hein, parce que il s'est jamais arrêté, hein, parce qu'il était gravement malade depuis longtemps, puisqu'il est dit que dans les enregistrements de l'émission sur Epcot, etc., il était déjà hyper malade et qu'il prenait de l'oxygène entre chaque film. Ouais. Bah après, l'enregistrement de l'émission en question, il a lieu, je crois, en octobre 1966, donc littéralement 2 mois avant sa mort, quoi. Et à ce moment-là, il est diagnostiqué déjà malade, et il lui donne 2 ans, en fait. 2 mois, 2 ans. Donc ça a été beaucoup plus rapide que prévu. Et oui, donc il est déjà très très malade à ce moment-là, puisqu'en plus ils partent en vacances,
l'été qui précède Oui. cet enregistrement avec sa famille. Et donc c'est son gendre qui expliquait qu'il l'entendait tousser toute la nuit et qu'il savait que voilà, c'est pas Jojo. Donc, mais c'est vrai que bon, après il a quand même, du coup, en effet, travaillé jusqu'à sa mort et littéralement toute sa vie, même pendant son enfance. Ça lui a vraiment donné pour le coup peut-être déjà le goût du travail, mais deux, c'était ça aussi qui faisait qu'il était aussi dur avec ses équipes. C'est qu'en fait il a connu que ça finalement. Quelqu'un qui est derrière toi et qui te pousse, en l'occurrence son père quoi, et à toujours plus. Mais bon, d'un autre côté, ça lui a aussi donné une certaine détermination, rigueur peut-être. Oui, et je pense une vraie force de caractère aussi. Ouais, oui, carrément. S'il n'avait pas vécu ça enfant, je suis pas certaine qu'il en serait arrivé là où il en est arrivé après. Quoi. Et puis c'est peut-être aussi en réaction justement à son père, à ce qui se, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, qu'il était violent avec les enfants. D'ailleurs les deux premiers, voilà, ce qu'on disait, il a poudre d'escampette. Oui, très jeune. Dès que possible pour fuir ce foyer quoi, dans lequel ils étaient visiblement pas heureux. Et puis peut-être de ne pas vouloir faire comme son père, tu vois, tout raté. Oui. Alors peut-être qu'il a pris la fibre entrepreneur quand même chez lui, parce que je pense. S'il plantait tout, Elias, il a quand même essayé plein de choses. Non seulement il a essayé plein de choses, mais à chaque fois qu'il se plantait, il repartait et il refaisait quelque chose. Enfin, c'était pas... Et à chaque fois, c'était différent. Oui. Ouais. C'est pas genre, il faisait la même chose maintenant, donc c'est à chaque fois différent. Donc on peut pas lui enlever ça, peut-être qu'il a appris aussi. Ouais, c'est quand même très beau d'avoir réussi dans ce contexte-là, sachant que l'exemple que tu as, c'est pas forcément le meilleur. Et puis dans une Amérique un peu fragilisée quand même, enfin, début 1900, c'est pas non plus l'essor économique qu'ils ont pu connaître après, quoi. Oui, et puis il y a quand même une guerre, il y a la première guerre, et puis ensuite tu as la deuxième, voilà. Du coup, c'est pas le contexte le plus facile. Et puis on le disait, il était quand même déterminé de toute manière à travailler, puisque à même pas 17 ans, c'est pas cool. Et puis à moins de 20 ans, il a quand même créé une société, et puis la troisième, ça sera donc les studios. Donc voilà, c'est un petit peu... il était quand même vraiment en mode leader très tôt, quoi. Et leader créatif d'ailleurs, comparé à Roy, qui lui était le comptable, comme tu dis. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Mais heureusement qu'il était là, en réalité. Absolument, parce que ça, il aurait pas pu... parce que t'as vu, il s'est fait bouffer plusieurs fois quand il était seul. Alors que je pense que son frère... Et en plus, étant son frère, je pense qu'il devait lui dire... si ça se trouve, peut-être plus facilement les choses que quelqu'un qui aurait été simplement son conseiller financier sans être son bro. Ouais. Oui, surtout qu'en plus, il s'engueulait a priori régulièrement, quoi. Mais en même temps, tu m'étonnes, l'autre il dépense 12 millions alors qu'il en a qu'un. Voilà, quoi. Et puis, il a quand même aussi... Walt a créé donc, plusieurs sociétés. Donc, t'as la Walt Disney Productions, t'as WED. Je me demande s'il n'y a pas d'autres choses aussi, du coup. Est-ce qu'il n'a pas fait... Parce que WED, donc, c'est ce qui va devenir au final Imagineering. Mais quand on voit aujourd'hui l'articulation de la Walt Disney Company, il y a 40 millions de trucs. Alors après, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été créées après. Genre tout ce qui est ABC, tout ce qui est ESPN, tout ça qui sont des sociétés. Après, il y a des choses qui ont été rachetées, et ABC notamment, je pense que c'est ça. Oui. Mais après, il y a eu toute la création des autres labels, genre Buena Vista, tous ces trucs-là, qui sont des labels qui ont été créés après pour faire des films plus adultes que des films d'animation. Tout ça a été créé après. Oui, tout ça a été créé après. Oui, c'est vrai. Ça reste à Walt Disney Company, mais pas du vivant de Walt. Ouais. Après, cela dit, il essayait quand même, justement, comme tu disais, plusieurs trucs, parce qu'il a commencé par faire donc, un peu de dessin, ensuite il a fait donc, de l'animation, ensuite il a fait des longs films d'animation,
quand même très cher, donc il est passé sur du live, sur du live action. Donc c'est là qu'on a eu des films comme Les Jeux Trésors, comme L'Anneau des Lumières, comme tous les films aussi voilà, des années 50, et puis tous les documentaires. Ouais, tous les également. True Life Adventure que tu disais tout à l'heure. Les True Life Adventure aussi dont on parlait, donc c'est pareil, il y en a genre 2 sur Disney+, mais en vrai il y en a plein. Ouais. Donc qui sont pas forcément doublés pour le coup par contre, je pense, en français parce qu'ils sont peut-être pas arrivés jusqu'à nous. Je ne sais pas. Voilà, donc il s'est essayé quand même à plein de choses, et puis après on a fait 2, enfin, et puis donc il y a eu le parc ensuite, enfin vraiment il essayait, et tout ce qu'il essayait, il le réussissait finalement. Donc en tout cas après, parce que c'est vrai que les premières boîtes il les a plantées parce qu'il n'était pas payé, mais à partir de la Walt Disney production, c'était à chaque fois ça finissait par fonctionner, enfin c'était des paris très risqués quand même, à chaque fois, mais et jusqu'au bout d'ailleurs, parce que Disneyland, je crois que c'était pire que tout. Bah, c'est ce que j'allais dire, Enfin, Disneyland, c'était vraiment un gros pari parce que à l'époque, les parcs d'attractions existaient. Lui, il a inventé le concept de parc à thème, qui est un peu différent quand même. Et tout ce que les gens lui disaient, c'est que, et sa femme aussi lui disait, mais attends, mais les parcs d'attractions, c'est des endroits où c'est sale, où les gens sont mal polis, où les gens crachent par terre. C'était Parce qu'à ce moment-là, et ouais, c'est ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est que à ce moment-là, le parc d'attractions, c'est pas la vision qu'on a nous de Disneyland Paris, du parc Astérix, d'Europa Park ou de tous ces parcs-là, tu vois, qu'on connaît. C'est pas ça. Les parcs d'attractions à ce moment-là, c'est les fêtes foraines. Donc c'est les trucs avec les décors qu'on monte, qu'on démonte. Enfin, c'est Coney Island, c'est ce genre de truc. C'est les jetés là sur Santa Monica. Tout à fait. C'est ce truc-là en fait, avec en effet une population qui est pas très clean. Pas très recommandable, un peu vulgaire, un peu. Voilà, un peu qui fume, qui boit, tout ça quoi. Donc c'est vrai que vouloir faire un parc Disney comme ça, ouais, c'est pas très vendeur sur le papier. Après, quand on fait le Food and Wine Festival à l'école, ça ressemble un peu à ça. Parce qu'ils ont des challenges, les gens veulent pouvoir continuer. L'argent, pour commencer. Parce que la quand même une journée un peu costaud. Ouais, bah, attends, il est brûlant dans tête. Ouais, bah, je le rebrancherai pas après. Il est brûlant. Mais bon, bref, tout ça pour dire ça. C'est vrai. Donc bref, donc l'entrepreneur Walt, c'est tout ça. Et donc on l'a dit, c'est quelqu'un qui est quand même assez très même exigeant avec son staff, qui va être perfectionniste, qui va être très dur et qui va péter des câbles sur les gens en fait. Il y a plus d'un témoignage comme ça. Oui, et puis un peu inégal, je vois que tu l'as mis dans ta petite point, les histoires du salaire à l'époque, c'était un peu... voilà, si t'étais bon, t'étais bien payé, si t'étais un peu moins bon, t'étais vraiment pas beaucoup payé. Ben justement, voilà, donc là on arrive à 1941, c'est l'après Blanche-Neige, c'est l'après Symphony, c'est l'après Mickey, c'est l'après tout, donc Disney c'est devenu un peu une usine à gaz quand même. Et ce qui était un petit studio d'animation où Walt connaissait littéralement tous ses employés, c'est quand même devenu un peu une industrie quoi. Et il y a entre 1000 et 1200 employés à ce moment-là sur le studio, et puis les chefs animateurs, donc les meilleurs animateurs sont très très bien payés. On est en train de parler de salaires qui sont entre 200 va aller vite. semaine. En bas. Qui vont avoir des postes bien classés tout simplement pour être à $12 parce que tout le monde ne va pas être cité au générique en plus, et ça va être un problème. Et également au niveau de la reconnaissance, les gens vont attendre en fait qu'ils se tuent littéralement à la tâche parce que c'est pas moi qui disais les gens
Ouais, je vais brancher mon Et tel aussi. le J'ai fait un 29. mignonne, parce que c'est pas ça, des Si je veux animateurs, qu'il ça va tienne. être Catherine, Si je veux qu'il tienne un peu encore la batterie. je l'ai perdu. Screen Cartoonist Guide. Voilà, Screen Cartoonist Guide. Et ça, c'est en fait le syndicat auquel il faut, on peut en tout cas s'inscrire quand on est éditeur, quand on est distributeur, quand on fait partie de et donc ils ont réussi à avoir des contrats et à mettre sous contrat la majorité des studios d'animation Waouh, j'essaierai de le battre après le raid. de l'époque. Ah, Ils n'arrivent pas le truc. à avoir ce Le Dynamax. Je tenterai à la fin. Je vais essayer de finir l'event. comme ça. Et Walt, en fait, il va, il a fait très mal d'ailleurs un petit truc là et il a fait personne. Il faut que je- Et ça va commencer à parce que justement, il y a ces grosses différences de salaire, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On n'est pas du tout traité de la même manière. En plus, sans rentrer dans le détail complètement, mais quand tu avais un bureau de chef d'animateur, bah, c'était super bien. Tu avais un super bureau, un super siège, plein d'options, tu ta machine à café, machin, etc. Et puis les autres, c'était en open space tout pourri limite, quoi. Ouais. Donc, du coup, voilà, il y a tellement de choses qu'il faut faire. Et ça, il commence à le faire remonter à Disney, mais qui ne l'entend pas. Pas du tout. Qui a vraiment cette vision de lui, tel le père d'une grande famille. Mais tu peux pas connaître 1200 personnes. Ouais, c'est chaud quoi. Déjà 500, ça commence à être chaud. Ouais, c'est quand même beaucoup. Et puis, je pense que c'est pas du tout rendu compte. Il était là pour le coup, il était trop quoi. Bah ouais, puis en plus, enfin. Pour le coup, moi je me dis, mais à quel moment tu peux avoir cette vision naïve Bah oui, c'est ça. du truc, de te dire que ok, c'est normal, lui je le paye 12 balles et l'autre je le paye 300, tu vois. Et lui, du coup, personne ne sait combien il se payait, mais il peut se payer quand même bien. Ouais, bah oui. Voilà, il faut pas être à plaindre. Et c'est ok, tu vois. Et de te dire, ok, je gagne des millions de dollars Ouais. avec mes films et tout ça. Mais je vais continuer à gérer ma société comme une association. Enfin, à un moment donné, c'est des gens qui vont bien. Voilà, faire les choses bien, ou en tout cas, juste se remettre peut-être à la place des gens. Mais il n'a pas du tout vu le truc arriver. Et en fait, le truc là va arriver par qui s'appelle Art Badis. C'est ça qui Et qui va tout un peu se mettre internalistes, les animateurs qui vont faire et qui va en fait voilà, beaucoup parler avec eux, beaucoup faire Stop, et remonter trop loin. les problèmes qu'il va y avoir qui font monter le mécontentement. Et ça va être le premier à s'inscrire à la fameuse Screen Cartoonist Guide. Et suite à cette inscription, il va se faire virer de chez Disney. Mais littéralement le lendemain, il reçoit une lettre en mode bah du coup t'es viré quoi. Genre parce que tu t'es parce que t'es un fauteur de troubles. Ouais, c'est ça. En gros, Ouais. parce que tu t'es syndiqué, bref c'est vrai. Mais je pense que quand tu t'es syndiqué, tu peux pas te faire virer. Ça marche pas pareil. Non, je pense que ça, c'est aujourd'hui. Peut-être à cause de lui du coup. Ça marche pas pareil. Non, je pense que ça, c'est aujourd'hui. Peut-être à cause de lui du coup. Donc le mec s'est fait virer direct, le lendemain. Et donc c'est suite à ça que quelques jours après, les gens sont partis en live et ont commencé à partir devant le studio. Devant le studio. Faut savoir qu'à ce moment-là, donc on est en 1941, si vous faites le calcul, on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Que Disney ne rentre plus d'argent parce qu'ils ont tout pété avec Blanche-Neige. Mais entre-temps, il y a la Seconde Guerre mondiale qui a démarré. Que même si les films sortent quand même, parfois, pas tous, mais sortent quand même en Europe
l'argent est bloqué en Europe, puisqu'il y a la guerre. L'argent ne revient pas. Il est en suspens en Europe, donc Disney ne récupère pas son investissement et ne fait pas de bénéfices. Et donc là, c'est un peu la crise financière. Donc il y a réduction des coûts, réduction des gens, et puis budgétaire ici et là, mais on a quand même et puis budgétaire ici et là, mais on a quand même et qui continue de faire des problèmes. Et donc au final, en février, ils finissent par se prendre une plainte contre voilà, ils se prennent une plainte pour des pratiques salariales qui sont injustes. Et il y a la grève qui démarre. Walt et Art Babbitt finissent par se battre parce que le mec cherche un peu des crosses en disant mais honte sur toi, tu te rends pas compte de comment tu gères ta société. Et Walt finit par lui sauter dessus et à la tête, heureusement je t'ai fait mal avec cette image. J'imaginais pas du tout Walt Disney comme quoi j'imaginais pas du tout Walt Disney se battre avec ses employés. Bah ouais, non, c'est pas du tout l'image qu'on a vue, en tout cas. Et donc, ils refusent complètement ce système de grève et il ne veut absolument pas leur donner ce qu'ils veulent. Et ça continue et ça dure quand même 5 semaines. Et Walt finit par laisser son frère gérer la crise. Et à ce moment-là, il se casse en Amérique du Sud. Ouais, c'est à ce Dans moment-là. la série de films, celle de Amigos et compagnie. Et puis prendre la fame qu'il va avoir aussi à ce moment-là. Puisqu'il est accueilli, pas du tout comme un patron, hein, mais star. Ouais. Du Sud, et puis c'est Roy qui se tape la négociation avec la guide à Los Angeles. J'étais en train de regarder sur quoi avait travaillé. Il a travaillé d'abord sur les sites iconiques. Ouais, il a fait un paquet de trucs. Ouais, Hein, une planchette de Satin, Photocard, Survio, Superman. Et un petit fun fact sur lui, il a épousé Marge Champion, la danseuse qui était engagée comme modèle pour Blanche-Neige. Je trouve ça mignon. pas mal. Ouais. Il y a plusieurs fun facts hein, sur Art. Parce que au final, alors Art c'est quand même, je crois, c'est celui qui a créé le personnage de Dingo. Oui. Déjà un. Et il sera quand même réengagé par Disney. Et il sera nommé Disney Legends. Oui. Ils sont pas rancuniers. Non, ils sont pas rancuniers parce que c'était quand même, je pense, un mec qui était plutôt au coton. Donc, ils sont un peu en mode, bon, c'est vrai qu'il était bien quand même. Et en fait, il est réengagé parce qu'il devait y avoir un procès pour l'homme, etc. Et que la décision des médias, ça a été ça fait pas être terrible comme climat quand même. Comme dans toute entreprise aujourd'hui aussi où il y a quelqu'un qui fait un projet et qui n'est pas Ouais. C'est pas ouf. Chaud quand même. C'est pas ouf. Donc voilà. Sacré personnage quand même, ce mec Art Babbitt, qui était... en même temps, quelque part, c'est quand même assez ouf parce que le mec fait partie des gens qui sont les mieux payés. Et en fait, en même temps, quelque part, c'est quand même assez ouf parce que le mec fait partie des gens qui sont les mieux payés. Et en fait, il se positionne quand même en faveur du public. Et Robin des Bois en fait. Ouais, un petit peu quand même. Ouais. Il avait pas bossé sur ça après. Non, c'est pas marqué. Il aurait pu, hein. Et voilà, donc en tout cas, la crise finit par être gérée par Roy, qui va littéralement accorder quasiment tout. Oui. Les animateurs et tout. Rétablir une positivité quand même dans le traitement des employés. Ce qui en ressort, c'est que on arrive un peu sur la fin de l'âge d'or de l'animation et puis de l'essor de ce média qui était en pleine ascension depuis quelques années, avec la fameuse belle époque de Hollywood, etc. Oui, vas-y. Et l'industrie, comme une usine à gaz, comme une petite compagnie sympa, énergique. Ouais. Un peu comme Ben Jerry's aujourd'hui, je trouve.
Ah, c'est bien Ben Jerry's. Ouais, enfin, attendez, c'est quand même une multinationale maintenant. Voilà, un peu pareil. Et puis alors moi, le truc que j'ai trouvé assez ouf, je sais pas si c'est légal, je suis pas sûre. C'est qu'à la fin de la grève, Walt il a quand même fait faire des fiches. Où en gros, ceux qui avaient fait grève étaient fichés comme quoi eux, et ben à tout moment, tu vois, ils peuvent te poignarder quoi. Alors, je pense que c'est pas légal. En tout cas, aujourd'hui, à l'époque, je sais Aujourd'hui, rien. c'est légal. Non, je pense que c'est pas légal. Oh, déjà un peu. Je pense. Et tu mets une étiquette. Oh, j'ai corné cette page. En fait, c'est tellement aujourd'hui le monde du travail en règle générale est tellement difficile. Ouais, non, mais de toute façon, c'est un problème. Ils étaient pas obligés de l'écrire sur un document. Enfin, Tu peux très bien te rappeler, genre, ah, lui, c'est pas machin qui a fait ça. bah, c'est ça. Bah, c'est ça. En 2014. Ouais. En tout cas, voilà, ils faisaient vraiment la différence entre ceux qui étaient loyaux et ceux qui n'étaient pas, parce qu'il y avait quand même la moitié de son staff, littéralement, qui était en grève, dehors. Donc c'est quand même assez impressionnant au final, quand tu réfléchis. Bah, oui. Et puis lui, là, il va pas tomber dans la parano, mais il va plus du tout vivre son statut de la même manière, et puis il va quand même vraiment déchanter, quoi. Il était sur une espèce de petit nuage, tonton, là, et puis après ça, bah, plus du tout. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Bah, tu l'as dit, c'est à ce moment-là, il s'est barré en Amérique du Sud. J'avais pas du tout moi, fait le calcul, mais c'était en même temps. Si, moi je me souvenais, il est parti avec quelques animateurs en Amérique du Sud et effectivement, c'est là qu'il y a eu les créations des trois films, donc Saludos Amigos, Tres Caballeros et Melody Cocktail. Ouais. Qui sont tous les trois sur Disney+. Pour le coup. Oui. Et qui sont des espèces de petits alors c'est des films qui ont été faits pendant la guerre, donc avec pas beaucoup de budget, et qui sont des espèces de petits alors c'est des films qui ont été faits pendant la guerre, donc avec pas beaucoup de budget, mais je trouve que ça on revient un petit peu à l'essence des Silly Symphonies, tu vois, un petit peu ce travail de recherche, des trucs bien, des trucs un peu moins bien. Bah, c'est un gros assemblage quand même de courts-métrages, hein, Ouais. de toute manière à chaque fois. Là pour le coup c'est totalement assumé, hein, puisque c'est trois histoires à chaque fois différentes. Mais après c'est des films qui ont une certaine qualité aussi quand même, et qui vont pareil mélanger, en tout cas pour Saludos Amigos, du côté documentaire, Oui. ou en tout cas suivi, tu sais, d'expédition. Les deux autres aussi. Donc ça c'est quand même assez c'est assez chouette, je trouve. Oui. C'est assez agréable à regarder. Maintenant c'est vrai que quand tu te dis que c'est un peu qu'il a pris la fuite par rapport à la crise qui travaille, surtout que voilà. Et d'un autre côté ça arrive aussi juste avant le déménagement, qu'il était en train de déménager à Bordeaux. Oui. Enfin, période un peu tendue, tu m'étonnes, il était un peu stressé. Tu m'étonnes qu'il soit revenu à moitié burn-out. Mais ouais, une décennie en tout cas, pas très simple, je pense. Derrière, surtout, il y aura. Si, il y a Cendrillon quand même qui sort. C'est l'époque Cendrillon, Alice et les Merveilles, tout le temps, etc. Mais ouais, ça va être. Il va plus faire les choses de la même manière. Il va faire ce côté. Non, et puis je pense que de toute façon, il avait autre chose en tête, quoi. Il avait des choses en tête. Clairement. Déjà à ce moment-là, Ouais, je pense parce qu'on est que une dizaine d'années avant. Enfin, il y avait quand même la guerre. Voilà, on va pas forcément parler de ça, mais il y a eu des trucs un peu plus pop à ce moment-là. Donc je pense que, ouais, à mon avis, il y avait déjà un tout petit peu derrière tout ça. Il dessinait plus. Donc il fallait qu'il trouve autre chose. Mais je sais pas si peut-être si t'as cette image-là, mais je sais plus dans Oh, mais vas-y, arrête de bouger. Il y a un moment où on voit les studios justement
de l'époque avant la grève. Et où genre ils font du tennis de table, ils font la cantine, ils font plein de trucs et ça me fait tellement penser à ce qu'on voit aujourd'hui, genre chez Google dans les cuisines, tout ça. Tu vois, vraiment, Pourquoi il veut comme ça? C'est juste. vraiment quelque chose. Ouais, mais ça, par contre, c'était que justement pour les chefs animateurs, c'est pas pour tout le monde. Voilà, et ça, c'est La fameuse problématique. Voilà, Mais oui, c'est vrai que pour le coup, c'était hyper novateur parce que c'est ce qu'il y a aujourd'hui chez Google. ah, c'est ça, ce côté un peu. C'est la Silicon Valley d'aujourd'hui, quoi. Oui, voilà, un peu avec tout sur place. Genre, tu peux te reposer, tu peux Ok. travailler, tu peux. Mais en même temps, enfin, voilà. Et les autres, en tout cas sur les ce qu'on en a vu de l'époque, Voilà, exactement. c'était assez magique. Enfin, de dire que voilà, ils ont tourné Mary Poppins dedans, ils avaient quand même des énormes hangars où ils tournaient tous les trucs dedans, ils ont tourné 20 000 lieues sous les mers dedans. Enfin, ils sont capables de te faire un dessin animé dans un bâtiment, tourner 20 000 lieues dans l'autre, de construire un railroad dans un autre, enfin tu vois. Oui. C'est quand même, c'est un peu quand même l'âge d'or après, bien sûr, la guerre, la grève. Après la, bon, remarque après la guerre aussi, ça marche Oui. dans les deux cas, puisque les studios ayant été, les studios de Burbank ayant été réquisitionnés pendant la guerre pour stocker du matériel militaire. Donc après tout ça, c'est quand même un peu l'âge d'or. En termes de vie, au moins sur place, les studios Disney ne se portent pas trop mal. Oui. Donc on va revenir 2 secondes justement sur Walt et sa gestion de l'argent. Le mec qui vend tout à chaque fois. Ah oui, oui, totalement. Je sais pas si, j'espère qu'il jouait pas trop au poker. Hein. Je sais pas, c'est pas précisé dans sa bio, mais je pense pas, non, parce que sinon Franchement, avec. Ah ouais, ah non, mais attends, bah oui, non, mais le mec il tapit tout le temps. En fait. le mec il a 3 jetons, tac. Pour tout. J'ai mis ma voiture en jeu. Encore. Mais oui, mais je viens de la regagner. Donc Ouais. du coup j'y vais. Donc voilà, il a vendu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il a vendu sa voiture pour produire Steamboat Willie. Il a explosé, il a triplé le budget de Blanche-Neige. Il est obligé de fournir un extrait du film à la Bank of America pour dire regardez ce qu'on va faire, c'est pour ça que vous nous prêtez encore de l'argent parce que ça va être cool. Ah, c'est ouf, le mec il a quand même un sacré courage de vous prêter de l'argent à Walt. Pareil quand Disneyland, le mec il vend tout, son assurance, sa maison à Palm Springs, l'argent qu'il avait trouvé d'autres choses, tu vois, et en plus il est encore obligé de m'envoyer à ABC. Ah ouais. Donc, genre, Bah, je pense qu'il avait rien dans ses poches, en fait. ah non, bah, ou alors c'était mort. Ouais, 5 minutes, mais c'est la façon dont il a géré son truc, c'est. Oh là! Qu'est-ce qu'elle a fait? Déjà, je t'ai dit qu'il l'ai vu tout à l'heure aller dans le sapin. Ah bah ouais, mais elle m'a fait tomber une branche du sapin. Ah, t'as eu peur, hein? Ouais, voilà. Déjà tout à l'heure, elle a vu. Ouais. Neko a fait tomber une branche du sapin. Et c'est là où il se lève, parce que le mien il se lève aussi. Ah bah voilà, les relous. Ouais. De toute façon, les relous aujourd'hui. Ouais, donc en tout cas, tout ça pour dire l'argent, il n'avait pas peur d'y aller. Hein, non. Tu vois. Faire des tapis, justement, en effet, oui. C'était vraiment ça. Donc, quelque part, c'est un peu resté une habitude quand même. Tu sais, moi, quand je vois ça, je repense à cette rêve à Disneyland Paris, tu sais, dans le cimetière de Good Hill, avec le gang des poches trouées. Ouais. Il y a un truc comme ça. C'est juste comme Walt. Pour le coup. Voilà, Walt, il aurait fait ça. Bah oui. Il aurait dépensé beaucoup plus Bah d'argent oui, que c'était prévu. Là, on peut dire que, du coup... Que Walt aurait fait ça. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de parcs, on arrive à Walt et les parcs Disney. Ah, je sais que c'est ton sujet préféré, donc je te laisse commencer. Ah bah oui, c'est mon sujet préféré. Donc on a parlé pas mal de Disneyland. Alors on a un épisode dédié complètement à la création, à tout ce qui s'est passé à Disneyland, tout ce qui se fait là dans Californie. Dans la saison 1, là. Dédié complètement à la création, à tout ce qui s'est
patriarcat de la dont on parlait dans la saison 1 là.